Il est ressorti, il l'a retué. Et à un moment donné, cet individu se retourne et commence à parler à quelqu'un qui est derrière lui. Mais il n'y a personne. Et en réalité, les psychiatres et les psychologues vont considérer que cet homme n'est pas atteint d'un trouble ayant aboli son discernement. Mais chez cet individu, il y avait quelque chose qui ne allait pas. Il va être condamné à 17 ans de prison. Il est sorti, qu'il a retrouvé une femme et qu'il a retué. 25 ans de robe noire, 25 ans de cour d'assises, affaires de mœurs, banditisme, homicide. Championne de France de boxe thaï à 17 ans. Elle se lance un défi, devenir la première Française à courir 1000 km dans les déserts du Gobi, de Namibie, de l'Antarctique et de l'Atacama. Sama Benmad. Bonjour maître. Bonjour Kylian. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien. Donc vous êtes avocate? C'est ça, je suis avocate au barreau d'Aix-en-Provence depuis maintenant 25 ans. D'accord. Et est-ce que vous avez une spécialité? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre vie de tous les jours? Alors, spécialité, je ne parlerai pas de spécialité, mais disons que la matière, la dominante du cabinet, c'est le droit pénal. D'accord. Et puis, je fais aussi un petit peu de droit de la famille et du droit des affaires. D'accord. Et dans cette dominante du droit pénal, concrètement, sur quel type d'affaires vous êtes amené à travailler en général? Alors, c'est le hasard des dossiers qui ont fait que, mais aussi ma formation initiale, je suis plutôt côté défense. Alors, j'ai plutôt des affaires qui peuvent toucher des affaires de mœurs, donc viol, agression sexuelle. J'ai aussi des affaires de banditisme. Je peux être amenée aussi à être du côté victime. Ça m'est arrivé aussi devant la cour d'assises. Maintenant, on a aussi beaucoup la cour criminelle départementale, qui est une variante de la cour d'assises, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. D'accord. Mais mes affaires peuvent toucher à la fois des délits et des crimes. En matière de délits, alors on va avoir un panel de trafic de stupéfiants. On va avoir des problèmes aussi liés à la route, le danger de la route, les homicides involontaires, les blessures involontaires. On va avoir des dossiers qui concernent aussi des conduites sans permis ou sous alcoolémie, avec des refus d'obtempérer. Je peux avoir aussi des affaires qui concernent plutôt le droit des affaires pénales, donc l'escroquerie, l'abus de confiance, ce genre d'affaires. C'est assez varié le pénal, c'est ça qui est assez intéressant, à savoir qu'on peut avoir, entre guillemets, les mauvais garçons, comme des mauvais garçons aussi en col blanc. Le droit pénal touche un certain nombre de personnes dans la population, mais avec des profils un petit peu différents et des classes sociales différentes. Voilà, c'est une passion le pénal, j'y suis venue par passion depuis un certain nombre d'années, et puis j'ai été formée par un des plus grands pénalistes de la région. Et donc, effectivement, j'ai ce goût de la recherche dans la personnalité de l'être humain qui me fascine énormément, d'aller chercher un petit peu ce qui a amené un homme à commettre un crime ou un délit. Parce que, alors, la question qui revient régulièrement, comment faites-vous pour défendre ces bonhommes? La réponse, elle est très simple en réalité. C'est que l'avocat pénaliste ne défend pas le crime. Il est là comme une pierre à l'édifice judiciaire pour expliquer à une cour ou à un tribunal correctionnel comment un homme qui fait partie de notre société, qui est peut-être père de famille, qui est intégré, arrive à un moment donné à passer du côté obscur de la lumière. Pour reprendre une expression cinématographique, qu'est-ce qui fait qu'un individu à un moment donné bascule dans ce que nous ne pourrions pas faire potentiellement, théoriquement, c'est-à-dire passer de l'autre côté et commettre l'irréparable. Avant de vous demander quelles sont les choses qui leur font faire ces actes criminels, je vous demandais pourquoi vous êtes passionné du coup par le pénal. Je suis passionnée par l'être humain en règle générale et par la personnalité et la psychologie de l'être humain.
depuis très longtemps. Alors, je suis aussi passionnée de lecture, donc c'est ce qui fait qu'aussi mon imaginaire est ouvert énormément sur le monde de la psychologie humaine. Mais surtout, ce qui est très intéressant, et il y a eu, il n'y a pas très longtemps, un article qui a été fait en ce sens-là, sommes-nous tous des criminels en puissance? La question peut se poser parce que est-ce que l'homme est né bon et c'est la société qui l'a perverti, ou est-ce que l'homme n'est pas bon en soi et la société lui apporte ce cadre qui évite de passer du côté obscur de la force? Et cette mécanique chez l'être humain est passionnante. Je vais vous donner 2 exemples. Les crimes passionnels, ce qu'on appelle les crimes passionnels. Eh bien, en règle générale, c'est un homme qui a été conduit par sa femme. Il apprend que madame a un amant et il décide de tuer madame ou de tuer l'amant. Cet homme qui avait une vie de famille, un travail, connu de ses collègues de travail comme un homme extrêmement gentil, très dans l'empathie, très dans le bénévolat, dans les associations sportives, un jour décide de prendre une arme et de tuer sa femme. Expliquer ce geste-là dans une cour d'assises, il n'y a qu'une personne qui va pouvoir le faire, c'est l'avocat. Le psychiatre va donner un avis scientifique, le psychologue va donner un petit peu la doctrine et les lectures qui sont faites là-dessus, mais celui qui va essayer d'expliquer à une cour d'assises, à des jurés, pourquoi cet homme, à un moment donné, a commis cet acte-là, il n'y a que l'avocat qui sera debout à côté de cet homme. Et puis vous avez l'autre individu, celui qui n'a pas eu de cadre dans sa vie, qui a perdu sa mère très jeune, qui s'est fait un peu tout seul, qui a été en partie SDF, qui a vécu de menus larcins, un peu de vol, un peu de recel, un peu de trafic de stupéfiants, qui va grandir dans notre société en ayant un petit casier judiciaire qui va se faire au fur et à mesure. Cet individu-là, on le sait, a des problèmes relationnels avec beaucoup de gens autour de lui. Quand il est dans un foyer d'accueil d'urgence, il se bagarre et il est foutu à la porte. Quand il a une relation avec une femme, ça se passe mal, ça part dans des violences et il est remis à la porte. Et un jour, cet individu tombe amoureux d'une femme. Tombe amoureux d'une femme et cette femme, en réalité, a une activité un petit peu annexe. Elle est prostituée. Un jour, il rentre du travail et il la voit en train de préparer un sac. Madame avait l'habitude de lui dire qu'elle allait faire du sport. Le problème, c'est que monsieur, il a des doutes, il ouvre le sac et il trouve des tenues particulièrement suggestives. Toute sa psychologie, à ce moment-là, déraille. Et il décide de la séquestrer dans la maison pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, il la tue à coups de couteau. Il reste près du corps pendant 24 heures. Et au bout de 24 heures, il va appeler les enfants de cette femme pour leur dire « J'ai tué votre mère ». Cet individu, je suis jeune avocate, je suis dans le cabinet donc, de mon maître de stage qui m'a formée et on va le voir en détention. C'est une des premières fois où je pars en détention avec mon maître de stage et je vois cet individu. On est dans un parloir avocat qui fait 2 mètres sur 1. Il n'y a pas beaucoup de place. Et à un moment donné, cet individu se retourne et commence à parler à quelqu'un qui est derrière lui. Mais il n'y a personne. Et en réalité, les psychiatres et les psychologues vont considérer que cet homme n'est pas atteint d'un trouble ayant aboli son discernement. Mais chez cet individu, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Il va être condamné à 17 ans de prison. 17 ans de réclusion criminelle. Il sort, ça fait 25 ans que je suis avocate, et j'apprends il n'y a pas très longtemps qu'il est sorti, qu'il a retrouvé une femme et qu'il a retué à nouveau. Tout ça peut te dire quoi, Kéliane?
qu'il y a des individus qui sont réinsérables dans notre société. Il y a des individus qui, à un moment donné, vont faire l'irréparable. Et tu as des individus dont le mal est ancré en eux. Et qu'à partir du moment où ils ne rentrent pas dans la case du fou, ce sont des criminels en puissance. Et qu'on ne changera jamais ces individus. Ils n'ont pas leur place en société à partir du moment où on n'aura pas compris qu'au-delà de la folie, il y a peut-être aussi des mécanismes chez ces gens-là qu'il faut apprendre à connaître pour éviter cette récidive. Tu vois, normalement, cet homme-là n'aurait jamais dû ressortir. Il est ressorti, il a retué. Donc la question qui se pose pour revenir à ta question, c'est quelque chose qui est assez passionnant d'essayer de comprendre comment l'être humain fonctionne dans notre société par rapport à est-ce que je commets le crime ou pas? Sommes-nous des criminels en puissance? J'allais dire oui parfois, et parfois pas du tout. D'accord. Histoire passionnante. Et comme tu l'as dit, quelles sont les choses qu'on puisse faire pour que ces hommes-là, ou ces femmes, ne récidivent pas à l'avenir? Je pense qu'il faut repenser notre système pénitentiaire. L'être humain en société n'a pas trouvé d'autre solution que d'incarcérer lorsque le crime est grave, pour écarter de la société pendant un temps, qui est le temps de la peine, et faire en sorte que cet individu soit puni. Mais punir, c'est une chose. Cet homme, ensuite, il va à nouveau revenir dans notre société. Il va retrouver sa place parmi les hommes. Mais si on ne travaille pas pendant toutes ces années de prison sur le crime lui-même, si on ne donne pas des moyens à notre système pénitentiaire de faire réfléchir cet individu sur le crime qu'il a commis, en réalité, on a une personne, pour reprendre l'exemple de mon client de 17 ans, pendant 17 ans, Kylian, tu ne connais que les bruits des clés des cellules. Tu ne peux pas ouvrir une porte en détention. Il faut appuyer sur un bouton et attendre que le surveillant pénitentiaire t'ouvre. Pendant 17 ans, cet individu a vécu au rythme de la prison. Ça abîme 17 ans de prison. Donc tu dois travailler sur le fait de s'assurer que cet individu est préparé à revenir en société, qu'il a cette fois-ci les béquilles nécessaires qu'il n'avait pas au départ. Parce que sinon, tu remets le loup dans la bergerie, en réalité. Ces 17 ans de prison, en réalité, en France, on dit, on l'exclut du fait de la gravité de son crime, on le laisse en détention, bon, on attend 17 ans, et au bout de 17 ans, retour à la case départ. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 17 ans? Rien, pas grand-chose, parce qu'on n'a pas les moyens. On est en surpopulation carcérale. Aujourd'hui, les prisons sont remplies à 130%. T'imagines qu'il y a des cellules dans lesquelles tu as un matelas au milieu, une cellule faite pour deux. En réalité, il y a 3 hommes dedans. Il y en a un qui est au milieu, qui dort dans le petit couloir qui est entre les 2 lits, parce qu'on n'a plus de place. Donc, il faut repenser notre système aujourd'hui en France. Et pour ça, il faut des moyens. Alors, les politiques nous promettent plein de choses. Et comme disait Victor Hugo, à un moment donné, vous devez fermer des prisons et ouvrir des écoles. Il faut réintégrer ces gens-là dans notre société avec un apprentissage, avec une compréhension de ce qui s'est passé. Sinon, c'est peine perdue. D'accord. Et selon toi, du coup, la meilleure façon de faire ça, c'est de fermer des prisons et ouvrir des écoles? Oui. L'éducation, l'apprentissage, le fait d'avoir un but dans la vie, c'est énorme. Quand on se rend compte de la psychologie de ces individus, on se rend compte qu'ils n'ont pas été construits, ils ne se sont pas construits en tant qu'être humain. Toi, par exemple, tu es allé à l'école, tu as fait ta maternelle, ta primaire, ton collège, ton lycée, l'université. Tu as eu des parents. Qu'ils soient restés ensemble ou pas ensemble, tu as eu ce cadre-là. Tu as appris le bien et le mal et tu as eu un cadre social. Beaucoup de ces individus qui sont en détention n'ont pas ce cadre social. Parfois, il n'y a personne qui les attend après les 17 ans de prison. Pas une femme, pas une mère, pas un fils. Et donc,
comment à un moment donné tu peux te reconstruire si tu n'as pas ce cadre-là? Si tu ne l'as pas eu au départ, il faut le construire après. Et le construire après, c'est justement faire en sorte d'avoir un boulot qui t'attend à l'extérieur. L'oisiveté est le pire des vices. Tu restes à rien faire, forcément, à un moment donné, si tu as eu 17 ans de détention, à quoi tu penses? Faire de l'argent, rapidement. Il faut bouffer, faut s'assurer une survie. Pas oublier que l'homme est un animal. Hein. Alors on est là avec nos beaux costumes, nos vies bien rangées, confortables. Nous restons des animaux. Et à partir du moment où nous sommes des animaux, nous avons besoin de subvenir à nos besoins essentiels. Manger, dormir, se chauffer, se couvrir. Mais aussi les sentiments. Les sentiments. Toi, tu as peut-être une compagne dans ta vie, tu as l'amour de tes parents, l'amour de tes frères et sœurs, tu as un cercle amical. Là, il n'y a rien. Ou très peu. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est nécessaire à mettre en place. D'accord. L'homme, certes, est un animal, mais c'est aussi un animal social. Oui. Et comment tu penses que, par exemple, dans la vie de tous les jours, tu puisses... Est-ce que c'est possible d'ailleurs de voir quelqu'un qui est fondamentalement criminel? L'avocate que je suis dirait que j'ai toujours l'espoir que non. L'espoir que non, qu'à un moment donné, on peut modifier un petit peu ça. Alors, tu vas me dire, si on parle de Guy Georges, si on parle d'Émile Louis, si on parle de Fourniret, de ces grands criminels qui ont marqué l'histoire judiciaire, on te dirait, mais fondamentalement, ces hommes-là étaient criminels au départ. Et donc, forcément, on n'a pas pu les changer. Grande question sociologique qui permet de se poser la question différemment. Est-ce que l'homme est bon au départ ou est-ce que l'homme est mauvais au départ? C'est un peu comme l'œuf et la poule. Chacun a sa réponse. Alors, moi, en tant qu'avocate, j'allais dire, je pars du principe que j'espère que l'homme est bon au départ. J'espère. Maintenant, 25 ans d'activité judiciaire me font penser que si l'homme est bon au départ, le fonctionnement de la société et le cheminement qu'il a, où est-ce qu'il naît, quels sont ses parents, quelle est son évolution dans son enfance, font que rapidement il peut glisser. Regarde ces petits jeunes maintenant que l'on trouve dans les cités, des 13, 14, 15 ans avec des calaches, qui sont capables de tuer pour 1000 balles. Parce qu'on leur a dit, écoute, voilà, à un moment donné, tu vas avoir cette puissance d'avoir une arme entre les mains, tu vas suivre avec ta trottinette, mais c'est même plus les motos, c'est des trottinettes, et tu vas tuer quelqu'un que tu ne connais pas parce qu'il n'a pas de valeur pour toi. Il a la valeur du billet que je vais te donner. Mais 15 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Quand je vais en détention, notamment à la maison d'arrêt de Luynes, il y a un quartier mineur. Un jour, il m'est arrivé de me tromper de porte. Plutôt que d'aller chez les majeurs, je discutais avec une surveillante pénitentiaire et en discutant, je passe par le quartier mineur. Il faut voir ce que c'est, Kylian. J'entends des hurlements, des minots qui hurlent. Parce que c'est l'excitation, parce qu'ils sont entre eux, parce que il y a au sein même de la maison d'arrêt une hiérarchie et un apprentissage de la délinquance plus. Mais ces jeunes, qu'est-ce qu'ils ont construit? Pas grand-chose. Et quand ils vont ressortir, parce qu'en général, la détention d'un mineur, sauf pour les affaires les plus graves, est assez courte, derrière, les éducateurs, les services sociaux, les mesures éducatives, ça va un moment, mais il faut être là tout le temps. Sinon, ça repart dans la nature et ça repart dans la délinquance. Et en fait, notre système, qui est la loi de 45, fait que les infractions commises par des mineurs ne sont pas punies de façon très très grave. Et donc souvent, les gros trafiquants de drogue vont utiliser ces mineurs-là parce que justement,
Le risque est moindre. Et en lui disant... La peine est divisée par 2, il me semble, c'est ça, en général? Alors, elle est divisée par 2. Elle est divisée par 2 parce qu'on appelle l'excuse de minorité. D'accord. Tu vois? Et donc, déjà, à partir de ce moment-là, tu te rends compte qu'ils sont aussi utilisés par l'impact en leur disant « Mais t'inquiète pas, de toute façon, au pire, qu'est-ce qui se passe ?» Un chouf, par exemple, devant l'entrée de Castellane. Un chouf, s'il se fait choper, ben, il va passer devant le juge des enfants, qui va lui dire bon voilà, tu vas avoir une réprimande. Mais parce que le magistrat, lui, il a ce panel-là, il n'en a pas plus. Et puis, le minot va peut-être retourner le lendemain, parce qu'une journée de chouf, c'est 200-300 euros. Donc, quand le minot n'a pas de cadre familial, 200 ou 300 euros par jour. Le calcul est rapide. Ben oui. Il n'y a pas de prison possible jusqu'à un certain degré. Donc, voilà. Tu vois, c'est tout. Notre système fait ce qu'il peut, notre justice fait ce qu'elle peut, mais elle manque surtout de moyens. D'accord. Et par rapport à ces criminels, la psychologie qu'ils ont, comme tu m'as dit, c'est que souvent, il manque du coup d'un père, d'une mère. Est-ce que pour toi, il y a d'autres éléments qui peuvent faire dans la vie d'un homme un élément soudain ou c'est petit à petit que ça se crée? Ça peut être déjà un crime qui a été commis dans la famille, qui peut complètement déstabiliser un mineur. Ça peut être la perte aussi d'un autre membre de la famille que le père ou la mère. Quand je te dis il n'y a pas la mère, il n'y a pas le père, c'est pas qu'ils sont morts, c'est que parfois ils sont absents au niveau éducatif, ils ont laissé tomber, ou le père est en détention déjà pour des faits. Souvent d'ailleurs quand je rencontre des mineurs qui sont délinquants, parfois le papa il a déjà fait plusieurs stages en détention. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être aussi quelque chose de post-traumatique. Un mineur qui a, par exemple, été victime de viol. Combien d'affaires nous avons où l'accusé nous dit et confie au psychiatre qu'il a été lui-même victime de viol lorsqu'il était enfant. Et donc, il a reproduit, même si ce n'est pas systématiquement le cas, il a reproduit le crime qui a été commis sur lui. Parce qu'un viol est un crime et que l'enfant a été marqué dans sa chair tout petit et qu'il a gardé ça enfoui en lui. On parle souvent en ce moment beaucoup de la parole des victimes en ce qui concerne les affaires de viol. Heureusement, beaucoup de victimes de viol ne passent pas à l'acte par la suite. Elles vivent avec leur douleur et ce qu'elles ont vécu, parfois pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est ce qui a fait que justement on a modifié la loi et que la prescription a reculé. Mais celui qui a commis ensuite des faits de viol, parfois même suivis d'assassinat ou de meurtre, a été lui-même victime de viol quand il était minot, parfois à répétition, parfois par un membre de la famille, parfois par quelqu'un qui soudainement l'a rencontré sur le chemin de l'école. Et cette personne-là a développé en elle une violence telle qu'à un moment donné, majeur, il va passer à l'acte. Rappelle-toi cette affaire, je ne me rappelle plus du nom de l'accusé, qui avait commis des viols, je crois que c'était le grêlé, une affaire qui avait défrayé la chronique. Un homme qui avait violé et tué des gamines pendant des années, qui a été retrouvé plus de 20 ans après, et qui explique que justement, il a été victime lui-même de viol quand il était petit. Donc le corps a cette mémoire-là qui a un impact sur l'aspect psychologique et comment tu te construis. Toi, Kylian, aujourd'hui, tu sais comment tu es construit psychologiquement. Tu es assez serein, tu es équilibré dans ta relation amicale, avec ta relation avec ta famille. Mais ces gens-là, qui ont vécu un véritable traumatisme, n'ont pas cet équilibre-là. Et donc forcément peuvent passer à l'acte lorsque ils deviennent adultes et qui sont face à une frustration, tu vois. Voilà. D'accord.
Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'avant tout, ce qui fait passer à l'acte, c'est la frustration en général. Et pour toi, en tant que femme, est-ce que c'est pas compliqué parfois de défendre des violeurs? Je reviendrai exactement à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je ne défends pas le violeur, je défends l'homme. D'accord. Je défends l'homme parce que, je vais te donner un exemple. Toi, Kylian, demain, tu vis une rupture amoureuse très difficile. Très difficile. Et puis, au moment de la discussion avec ta compagne, elle va lever la main sur toi, et puis toi, tu vas lever la main sur elle, et puis vous allez vous battre, et puis comme tu es beaucoup plus costaud, ben, tu vas lui faire plus mal qu'elle. D'accord? Tu vas te retrouver devant un tribunal. Alors certes, tu n'es pas un violeur, mais tu es un homme qui a battu une femme. Tu auras certainement envie, et c'est ce qui fait la grandeur de notre justice et de notre système judiciaire, qu'un avocat vienne expliquer qui est Kylian. Et que Kylian, il ne peut pas être résumé simplement à cette soirée-là et à ce fait-là. Quand je défends une personne qui a commis un viol, je viens raconter l'homme qu'il a été. Et que cet homme-là, à un moment donné, a commis l'irréparable. Mais pour que les jurés puissent rendre une décision la plus juste possible, notre système fait que l'avocat, les droits de la défense sont extrêmement protégés en France. Eh bien, pour que les jurés puissent dire « ça vaut tant », il faut qu'ils sachent précisément quelle personne ils vont juger. Tu ne juges pas de la même manière Fourniret d'un individu qui aura commis un viol il y a 20 ans de cela. Tu comprends? L'individualisation de la peine, c'est ça, c'est tenir compte de la personne que l'on juge. Quel est son parcours dans la vie? Quelle est son histoire? Sinon, il suffirait simplement, aujourd'hui avec l'IA, d'entrer les critères, dire voilà, viol commis tel jour, telle heure, sur telle personne, et on rend la décision. C'est pas ça la justice. La grandeur de notre justice, c'est de dire, voilà, on a jugé un homme avec ses faiblesses, avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il peut devenir par la suite, après avoir été emprisonné et après avoir payé sa dette à la société, et ensuite seulement, il pourra revenir dans la communauté des hommes. Donc je ne me pose pas la question de me dire « je défends un violeur », je défends un homme face à la justice qui doit avoir ces informations-là pour pouvoir le juger de la façon la plus juste possible. On a la chance de vivre en France, dans un pays où la justice est respectueuse des droits fondamentaux. Tu vois, c'est pas le cas dans tous les pays. Dans tous les pays, dans beaucoup de pays, tu as des systèmes judiciaires qui sont assez expéditifs. L'avocat n'existe quasiment plus. Ou parfois même, il est emprisonné parce qu'il a osé critiquer, tu vois, le système politique. Donc, je pense qu'effectivement, il faut garder à l'idée que l'avocat ne défend pas le crime, il défend l'être humain. D'accord. Et hormis l'histoire que tu nous as racontée tout à l'heure, est-ce qu'il y a une affaire qui t'a marqué, celle qui t'a le plus marqué? Il y en a une qui m'a marqué énormément, c'est l'histoire d'un couple. Un couple qui est originaire des Comores. Ils sont parents de 4 enfants, dont un enfant, je ne peux pas dire le prénom, qui a 6 ans. Cet enfant est retrouvé au petit matin, mort dans son lit. La mère affolée appelle les secours et on a le médecin légiste qui vient, on a une autopsie. Et on se rend compte que l'enfant a 44 coups, cicatrices sur son corps. Et que l'enfant de 6 ans ne fait le poids que d'un enfant de 2 ans. Donc il est malnutri. Les causes de la mort, le médecin légiste va dire que c'est un hématome sous-dural, donc un hématome qui se fait au niveau de la boîte crânienne, c'est du sang qui va se compacter et qui va compresser le cerveau. L'enfant est mort.
Les parents sont mis en examen non pas pour la mort de cet enfant, puisqu'on n'a pas la preuve que effectivement c'est les parents qui ont donné un coup à l'enfant et que cela a entraîné, puisque la mère dit que l'enfant est tombé dans la baignoire. Ils sont mis en examen pour le fait que l'enfant il soit malnutri, tu vois. Donc le défaut de soins vis-à-vis de l'enfant. Un juge d'instruction est saisi et il va faire ce qu'on appelle une commission rogatoire. Il va donner un ordre d'enquête à des policiers aux Comores, puisque l'enfant vivait aux Comores avant d'arriver en France, pour savoir un peu le vécu de cet enfant dans la famille comorienne. Et puis, il fait faire des analyses sur le corps de l'enfant, notamment une analyse ADN. Un jour, je suis au sport avec mes enfants et je reçois un coup de fil un samedi matin du juge d'instruction qui m'appelle et qui me dit « Maître Benmad, on a un petit souci. Je viens de recevoir le rapport du service de l'ADN, le laboratoire, et je vous informe que l'enfant n'est pas l'enfant biologique des parents. » Je me dis, c'est bizarre. Ils m'ont toujours dit que c'était leur enfant. Donc il me dit, écoutez, je vais les convoquer, mais peut-être que vous pourriez vous-même les convoquer à votre bureau pour les informer des résultats de l'analyse, et ensuite nous nous voyons. Je les reçois, tous les deux. Moi, je suis un petit peu dans mes petits... Je ne suis pas très à l'aise pour leur informer finalement que ce n'est pas leur enfant. Mais en réalité, Kylian, j'ai face à moi, dans ce bureau, un homme et une femme à qui j'annonce que l'enfant n'est pas leur enfant. Le père baisse la tête et la mère se met à sourire. Et là, je ne comprends pas. Je me dis, il y a un secret dans cette famille. Et ce secret, ils ne veulent pas me le confier, même moi, leur avocat. Là, j'estime qu'effectivement, il y a un problème entre les deux. Et je dis à madame, prenez un autre avocat. Il y a un conflit d'intérêts entre vous et monsieur. Je ne peux pas être l'avocat des deux. Je vais garder monsieur parce que c'est lui qui est venu me voir en premier. Et vous, madame, vous prendrez un autre avocat. Je te la fais courte, on arrive au procès. On est devant la cour d'assises du Vaucluse. Je suis avec mon client qui n'a jamais fait un jour de prison, qui n'est pas accusé de la mort de cet enfant. On est là pour l'absence de soins. Mon confrère qui est l'avocat de madame, je le sens aussi pas très bien, pas très à l'aise avec moi. Je me dis, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Le procès doit durer 4 jours. Au bout du 3e jour, madame demande à prendre la parole devant la cour d'assises. Le président lui donne la parole et elle dit, voilà, je vais livrer le secret. Cet enfant n'est pas le mien, c'est l'enfant de ma sœur. Mon enfant à moi est mort-né dans un hôpital aux Comores. Ma sœur, qui voulait absolument que son enfant ait une meilleure vie, et elle savait que j'allais venir en France rejoindre mon mari, m'a confié son enfant. Sauf que quand on est arrivé en France, mon mari, qui ne vivait plus avec nous depuis quelque temps et qui nous a fait arriver dans sa maison avec mes 2 autres filles, nous bat, nous frappe, nous met dans la cave, nous interdit de manger, nous prive de nourriture et de soins. Et cet enfant, l'enfant de ma sœur, est un véritable esclave dans la maison. Il est battu à longueur de journée, brûlé avec des cigarettes. Cet enfant est mort comment? Il est mort sous les coups de mon mari. Et je savais qu'un jour ça allait arriver, mais j'ai attendu la dernière minute pour dire ce qui s'est passé. Et là, je regarde mon client. Ça faisait 8 ans que j'étais son avocate. Il ne m'avait jamais rien dit. Jamais. Je le vois baisser les yeux, je demande une suspension d'audience au président pour discuter avec mon client. Et là, je lui dis, comment se fait-il que vous ne m'ayez pas fait suffisamment confiance pour me confier ça? Il m'a dit, maître, j'avais honte. J'ai dit, mais monsieur, on a honte quand on a commis un fait et qu'on le regrette. Cet enfant avait 44 cicatrices sur le corps.
Ça veut dire qu'au moins 44 fois, vous l'avez frappé. 44 fois, vous l'avez battu. Et qu'en réalité, monsieur, aujourd'hui, en fait, vous êtes celui qui a tué cet enfant. Vous l'avez tué, sous vos coups. Un enfant qui faisait le poids d'un enfant de 2 ans. Donc on va retourner devant la cour d'assises. Mais je sais aujourd'hui, monsieur, que je vais vous défendre jusqu'au bout, parce que c'est mon métier. Mais que vous avez tué cet enfant, et que vous allez être jugé pour ça. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et tu vois, Kylian, ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand j'ai pris cette affaire, le petit qui avait 6 ans, il avait l'âge de mon fils. Et que j'avais eu de la peine pour cet enfant qui était mort. Et j'avais eu de la peine pour ses parents. Et que pour moi, ça a été un ascenseur émotionnel 8 ans après, de me rendre compte que cet homme que je défendais avait été capable de s'en prendre à un être tellement faible qu'il ne pouvait pas lui rendre des coups. Et ça a été difficile. Je peux te dire que quand je suis rentrée chez moi après les 4 jours de détention, il a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Mais je peux t'assurer que ça je m'en souviens encore. De savoir, de te dire le décalage qu'il peut y avoir entre un avocat et son client, et surtout ce secret qui a été tenu jusqu'au bout, de se dire qu'en fait l'homme que j'avais en face de moi n'était pas l'homme que je connaissais. Et en plus, les expertises psychiatriques et psychologiques dans ce dossier disaient que c'était un homme bon, que c'était un travailleur acharné, c'était un boulanger. Il commençait à 2 heures du matin et il travaillait à 2 endroits différents, il finissait à 20 heures. C'était un acharné de travail. Mais en réalité, derrière cet homme-là, il y avait un bourreau. Il y avait un homme qui frappait un enfant et qui lui interdisait de manger, qui le privait de nourriture et de soins. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et cette personne, du coup, est-ce que vous pensez, vous savez, si plutôt, du coup, dans sa jeunesse, elle a été battue, par exemple, par sa famille? Il a été, en fait, en tant que Comorien, il a eu l'éducation qu'on a aux Comores, c'est-à-dire une éducation qui est donnée par ce qu'ils appellent l'école coranique. L'école coranique, c'est une école qui vient s'ajouter à l'école où tu apprends à lire et à écrire par un enseignement religieux. Mais un enseignement religieux dans certaines écoles coraniques qui se trouvent aux Comores, où on frappe les enfants. Pour qu'ils apprennent les sourates du Coran, on les fouettait. Et cet homme-là, avant d'arriver en France, avait connu l'école coranique pendant 10 ans, où il se prenait des coups de fouet tous les jours. Et donc, il s'est construit comme ça. Ça ne justifie rien, ça n'explique rien. C'est juste pour expliquer qu'à un moment donné, cet homme, le schéma qu'il avait dans son esprit, ça a été un schéma de violence. La réponse qu'il avait vis-à-vis d'autrui et de ceux qui étaient censés être ses enfants, c'était un schéma de violence. Il n'en avait pas d'autre. Il n'avait jamais donné d'amour à cet enfant. Il ne l'avait jamais pris dans ses bras. Il lui avait jamais dit « je t'aime ». Le mode de communication entre lui et cet enfant, c'était la violence. C'est la seule forme d'amour qu'il a connue. Enfin, la bonté était reliée à ça, malheureusement. C'est ça. Okay. Et dans votre métier d'avocate, toujours, est-ce que... Pardon, on va faire une petite pause. Tu trouves qu'il y a des questions à poser ou pas? Moi, j'avais plein de questions. Allez, celui que... Vas-y, dis-moi. Il y a toute la question de... j'ai des questions à titre personnel, peut-être si vous avez une ou deux minutes après. Mais dans un premier temps, c'est comment est-ce que vous faites pour garder espoir dans la bonté de l'humanité? Parce que finalement, vous êtes confronté à... C'est un peu... Moi, j'ai une formation un peu de thérapie, hypnothérapie, etc., EMDR. Donc, quand on est face à toute l'horreur de l'humanité, comment est-ce qu'on fait pour garder la foi et l'espoir qu'il y a du bon et qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir, quoi, d'une certaine façon. Moi, je te laisse poser les questions, mais il y a ça qui me venait. Et puis est-ce qu'il y a des gens est-ce que les gens sont réformables vraiment? Est-ce que c'est un échec de notre système? Et comme vous avez dit avec les écoles, etc., mais est-ce qu'il y a des choses qui existent dans le monde qui sont peut-être plus efficaces que notre système à nous? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comme vous avez dit, on fait très bien, on défend les droits
de nos concitoyens, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on fait peut-être pas bien voilà, enfin, pas qu'on ne fait pas bien, comme vous avez dit, le système fait qu'en fait on réhabilite pas les gens, mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire plutôt pour réhabiliter les gens de façon... Est-ce que ça existe dans le monde déjà? Oui. Voilà, donc ça, ce sont des choses, des pistes que je trouverais intéressantes. Celle d'avant, c'était quoi déjà? De quoi? Celle d'avant. Celle d'avant, c'était comment est-ce que vous faites pour garder espoir face à toute la misère du monde, en fait, d'une certaine façon. Et puis, il y a une autre question qui est, je pense, très importante, c'est est-ce que ça a toujours été comme ça? Parce qu'il y a toujours eu des guerres, des viols, des massacres, depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Est-ce que c'est juste que c'est comme ça, et qu'on doit accepter ça et apprendre à vivre, en fait, avec les horreurs auxquelles on sera de toute façon confronté en tant qu'humain, en vivant notre vie, on est confronté à des événements difficiles, est-ce qu'on doit juste apprendre à vivre avec ça? Ou bien est-ce que ça a empiré avec la situation actuelle, la technologie, etc. Voilà, je pense que ça peut être un peu intéressant aussi, tu vois, parce que c'est Tu veux les noter, Kylian? Non, je vais retenir. Bon. Au pire, tu me Première, dis, c'est l'espoir. les systèmes mieux qui existent. Et est-ce que ce sera toujours comme ça? Ouais. Ou est-ce que c'est pire qu'avant? Ou est-ce que c'est juste une impression? Parce que c'est aussi plus médiatisé qu'avant, on est exposé à ça. Donc est-ce que c'est qu'on est exposé ou est-ce que c'est qu'il y en a plus au global? Voilà, je vous laisse continuer. Et avec toutes ces histoires à connotation négative que vous voyez tous les jours depuis maintenant 25 ans, comment est-ce que vous gardez espoir? D'abord, j'ai eu la chance de rencontrer aussi beaucoup de gens exceptionnels, extraordinaires, pour lesquels l'empathie est un mode de vie, la résilience est un mode de vie. Et heureusement, c'est la plupart des gens, parce que là, je te parle de mes affaires criminelles, mais c'est une infime partie de la population. Il faut savoir que, heureusement, notre système est un système très sécure, où nous avons une société dans laquelle on peut sortir, on peut se balader, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, il ne nous arrivera rien. Ces affaires-là, aujourd'hui, elles sont énormément médiatisées. Mais en réalité, elles ne représentent qu'une infime partie des infractions pénales. Je crois que c'est moins de 0,2%, tu vois. Mais elles défrayent la chronique parce qu'on en parle beaucoup et parce que, forcément, y a des chaînes de télé que je ne nommerai pas qui en font un véritable fonds de commerce. Et on est un peu comme les États-Unis maintenant avec CNN. On en rajoute. Voilà. Mais heureusement, c'est pas le cas. Dans mon métier, je rencontre des gens qui sont absolument fabuleux, qui me font justement garder cet espoir. D'abord, chez les avocats. On est quelques avocats pénalistes en France. Et nous avons tous ce sentiment. Et puis, même chez les gens les plus mauvais, parce qu'après on les suit en détention, voilà, on voit qu'il y a une rédemption. On voit qu'il y a une compréhension de la raison pour laquelle le crime a été commis. Et on voit aussi qu'il y a une remise en question. C'est ce qui fait que justement cet espoir, il existe. Et puis j'allais presque te dire, si nous, avocats, on n'a plus cet espoir. C'est un peu comme le médecin qui a toujours espoir de guérir. Le médecin soigne, mais il ne guérit pas toujours. C'est ce qui nous fait avancer. C'est ce qui fait que justement, on peut donner dans nos plaidoiries à la justice le fait qu'il faut garder cet espoir-là. Et que effectivement, l'être humain peut revenir dans notre société par la suite, après avoir payé sa dette, et qu'il ne récidivera pas. Beaucoup, la plupart, 99% des détenus, ne récidivent pas. Et donc ça veut dire que peut-être aussi que notre système, même s'il est imparfait, joue son rôle. Il apporte cette réponse-là, cette réponse de paix sociale dont nous avons tous besoin. C'est la raison pour laquelle, quand tu vois que tu as des gens qui sont investis dans le milieu associatif, dans le milieu humanitaire, dans le milieu social, tu te dis, mais il y a des gens formidables dont on n'entend pas parler, qui ne sont pas dans la lumière, qui même sont contents d'être dans l'ombre et qui font que
tu ne peux que croire en l'humanité. Je ne sais plus qui disait, croire en Dieu, c'est avant tout croire en l'homme. Je crois que c'est quand même assez juste. C'est croire en soi. Et cet espoir-là, il est essentiel que nous l'ayons. Cette lumière en nous, si elle s'éteint, alors là, oui, on peut s'imaginer qu'un jour ou l'autre, dans des millions d'années, l'être humain ne fera plus partie de cette... l'espèce aura disparu. Mais cet espoir-là, c'est cette lumière-là. Cette lumière-là, c'est se dire qu'effectivement, l'homme peut être modifié. L'homme peut se remettre en question. Et l'homme peut à un moment donné se dire « je ne recommencerai plus ». Et la plupart des gens, d'ailleurs, ne commettent pas d'infraction. Parce qu'il y a cette volonté de protéger autrui, de faire en sorte qu'il n'arrive rien à nos proches, qu'il n'arrive rien à nos amis, que nous puissions se dire que l'on peut avoir des conflits, mais que ce conflit ne va pas dégénérer. C'est sûr que il est beaucoup plus facile de perdre espoir. On se lave les mains, voilà, tout est foutu, rien ne va, il y a des guerres de partout. Oui, on peut, mais on peut aussi rester debout. On peut aussi se battre et on peut aussi y croire. Et rien que déjà le fait d'y croire, je crois qu'il y a des systèmes de thérapie psychologique qui travaillent là-dessus. Le fait de croire en quelque chose, positivement, va nous faire du bien. Et peut-être que là, il y a un petit chemin à prendre, un peu comme en trail, tu vois, un petit chemin comme ça qui passe, où on se dit, tiens, et si on essayait ce chemin-là, plutôt que la grosse DFCI qui descend, qui déroule, hein, où on se dit, ouais, là, c'est beaucoup plus facile, peut-être le chemin de traverse, il est pas mal aussi. Ok. Et c'est un peu un paradigme de cette société, de tout mettre dans des cases. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des typologies de personnes, des personas, enfin de personnes qui sont faites pour être des criminels? Est-ce que l'homme est fait pour être un criminel à vie? Alors, des chroniqueurs, journalistes qui ont écrit de beaux livres sur les affaires criminelles les plus importantes de notre siècle te diront que oui, certains sont irrémédiablement compromis. Voilà. C'est fini, on n'en parle plus, ils resteront des criminels et ils ne sortiront jamais, ou ne sortiront qu'avec des psychiatres qui diront « vous inquiétez pas, on peut le remettre en liberté, il vous arrivera rien ». Bon, après au juge d'application des peines de prendre ses responsabilités et de dire « ok, je le remets en liberté ». Je ne sais pas, mais je ne veux pas me défaire de cette petite lumière. Donc je garderai espoir même pour cela. Par rapport à ça, ces personnes-là, donc comment vous pensez qu'on pourrait mieux les réhabiliter? Et est-ce que ça existe déjà quelque part dans le monde? Alors, comme je suis un peu férue de lecture, j'ai lu beaucoup sur, ça va paraître très bohème, hein, mais je l'assume complètement, sur des façons de penser qui peuvent modifier le comportement. Je vais te donner 2 exemples de lecture que tout le monde connaît parce que c'est des livres qui ont fait beaucoup parler d'eux. Kilomètre zéro de Modenkawa et La Tresse de... c'est pas Virginie Grimaldi, c'est l'autre, ça va me revenir. C'est le lien que l'on peut faire entre les êtres humains. Dans Kilomètre zéro, l'histoire est très simple, hein, c'est une nana qui travaille comme une malade et sa copine qui a un cancer qui lui dit « écoute, il faut que tu ailles au Népal, il faut que tu ailles dans une montagne et que tu ailles me chercher un livre dans lequel il y a la solution pour me guérir. Et j'ai besoin, je ne peux pas partir, j'ai ma chimiothérapie et il faut que tu ailles me le chercher. » Et en fait, cette nana va partir par amitié pour son amie. Et en réalité, c'est ce chemin, c'est ce voyage qu'elle va faire avec un homme qui va la guider. C'est un guide spirituel et un guide physique qui va lui réapprendre la façon de voir le monde et la façon de réapprendre
les relations avec autrui. Par exemple, à un moment donné, ils sont sur une route caillouteuse, ils ont failli avoir un accident. Ils sont entre le début du chemin qui doit les amener vers l'Everest et une route cabossée. Et elle est toute énervée dans la voiture. Elle dit, mais oh là là, on a failli avoir un accident, on aurait pu mourir, il se passe, c'est pas possible, vous faites prendre des risques absolument abominables. Et le guide lui dit, et si tu voyais les choses autrement? Et si tu voyais que peut-être le fait d'avoir été retardé par rapport à cet accident-là fait que peut-être quelque chose t'attend après, de meilleur. Peut-être que tu peux voir aussi le fait de te dire, là, j'ai failli mourir, je ne suis pas morte. Et le fait de ne pas être morte, peut-être aussi relativiser beaucoup de choses. Elle commence à se dire, tiens, c'est intéressant parce que ce qu'il est en train de me dire vient de m'apaiser. Et tout le cheminement est ainsi, de telle manière que chaque difficulté qu'elle va rencontrer jusqu'à aller chercher ce fameux livre, dont on ne sait pas si finalement il existe ou pas, va l'amener à avoir une autre vision du monde, une vision plus apaisée, une vision plus pacifiste. Est-ce que nos rapports humains aujourd'hui ne sont pas aussi marqués par beaucoup de violence, beaucoup d'échanges agressifs? Est-ce que quand on allume la télévision, on n'a pas que des mauvaises nouvelles? Est-ce qu'à un moment donné, on ne voit pas que le côté négatif des choses? Est-ce qu'à un moment donné, notre cerveau n'est pas sans cesse en alerte? Tu sais, ce voyant-là, tout le temps. Ah, le mode survie du corps Tu humain. vois, voilà. Toujours en stress permanent. Exactement. Mode survie. Tu vois, ces thérapies comme le MDR, qui viennent travailler sur le traumatisme en lui-même. Je vais te faire une petite confidence. Il y a 2 ans de ça, j'ai eu un accident en montagne. Très clairement, j'ai vu la mort. Pour moi, la mort est venue me chercher ce jour-là. J'ai dévissé sur une énorme pente enneigée. J'étais pas du tout équipée, hein, je faisais du trail. Qu'est-ce qu'un trailer va faire dans la montagne à presque 2500 d'altitude avec des crampons de Décathlon? Déjà, c'est moi la responsable. Mais quoi qu'il arrive, je te jure, Kylian, j'ai senti la mort. J'ai commencé à dévaler la montagne. J'ai d'abord hurlé au secours. J'étais avec un groupe de copains. Et à un moment donné, j'ai senti une paix en moi, mais comme jamais. Tout s'est apaisé au fond de moi, comme si j'avais accepté que mon moment était arrivé. Et puis à ce moment-là, il y a un pote qui a mis sa vie en danger, qui a sauté et qui m'a rattrapé mais à un fil par ma veste. Et là, ça a été l'ascenseur émotionnel, parce que pour moi, j'étais déjà en train de mourir, et puis finalement, j'ai vécu. J'ai survécu. Il a fallu remonter cette pente, avec le risque de reglisser. Et je suis rentrée chez moi avec ce traumatisme. Pendant 2 mois, je ne suis pas sortie de chez moi. Je pleurais tous les jours. Alors, une amie m'a dit, Sama, va faire une séance de MDR. Va. Tu sais, moi, je suis assez cartésienne. Hein. Bim, bam, boum, il faut que ça marche tout de suite. Hein. Je dis, non, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce MDR? Je te dis que j'ai failli... Oui, non, mais d'accord, on a compris que tu as failli mourir, c'est bon. Donc maintenant, essaye. J'y suis allée. Il faut te dire que je ne courais plus. J'étais incapable d'aller à la montagne, moi qui étais une dingue de montagne dans le Kéra avec mon compagnon, on partait très souvent. Et la neige, il ne fallait même plus m'en parler. Je vais faire cette séance de MDR. Je rentre dans ce cabinet. Elle commence cette jeune femme qui est face à moi, à me faire des mouvements avec une baguette, là. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là?
Et puis elle me dit, voilà, à un moment donné, on va s'arrêter, je vais te demander l'image qui vient. Et on fait ça pendant. Kylian, au fur et à mesure de la séance, j'ai senti en moi, je crois que j'ai pleuré tout l'eau que j'ai dans mon corps. Mon cerveau était en état de choc et en état, tu vois, comme un électroménager qui se met en sécurité. Il était comme ça. Mon cerveau était en sécurité. On ne bouge plus, on ne sort plus de la maison, on ne va plus en montagne, tout était un danger. Le trail, tu oublies, c'est fini. Avec ce système de va-et-vient visuel, on est remonté sur cette montagne. Elle m'a fait revivre cet instant-là. Je l'ai revécu physiquement, intérieurement. Et j'ai vu des images qui étaient liées à mon enfance. Mes petites peurs de gamine. La petite Sama qui a 4 ans et qui est dans un coin, dans une grotte et qui avait peur, elle l'a fait sortir petit à petit pour se remettre sur cette petite pente enneigée. Et pour finir, regarder à quel point la montagne était belle et la lumière que j'avais autour de moi. Ce que je veux te dire par là, c'est que notre société nous propose des choses assez simples, classiques, traditionnelles, mais que parfois on peut aussi aller chercher chez les bouddhistes, chez les médecines parallèles, chez la philosophie, chez la psychologie, des outils différents pour nous permettre de réapprendre à vivre ensemble et de réapprendre à communiquer. On meurt aujourd'hui de l'absence de communication. Les réseaux sociaux, on croit qu'on a des centaines d'amis. On n'a jamais été aussi isolé. C'est vrai. On a des likes. On a des likes. Au lieu de s'appeler, de se dire, tiens, c'est super ce que tu as fait. On a un petit like. Si ce n'est pas l'absence de communication, c'est quoi d'autre? Il faut remettre le lien. Et remettre le lien, en matière judiciaire, il y a un système qui est venu du Canada et qui fonctionne très bien. C'est un système où on met les victimes et les condamnés face à face et ils discutent. Ce sont des groupes de parole. Elle lui dit, voilà ce que j'ai vécu, voilà, par exemple, un braquage, j'ai été prise en otage, voilà ce que tu m'as fait vivre. Et lui, de lui raconter son histoire. Remettre le lien, mais peut-être différemment et dans un système qui sort un petit peu des sentiers battus. Ça, pour moi, c'est l'avenir. Remettre du lien entre les hommes. Et par rapport à ça, quand on met la victime en face de son accusé, ça me fait penser aussi qu'on est dans un monde, il me semble, où la responsabilisation des personnes en général, enfin les personnes n'ont pas conscience de ce qu'est la responsabilité et de la responsabilité de leurs actes. Donc, est-ce que tu penses que ça met aussi, quand on fait ça, les personnes en prennent plus conscience des conséquences, voilà. Les personnes sont moins responsables parce qu'ils sont moins sensibles aux conséquences que ça. Donc les mettre ensemble, ça peut être aussi une bonne idée par rapport à ça. En ce qui concerne les crimes, est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que c'est voué à toujours rester comme ça? Ou un jour, il y aura peut-être le monde de Winnie l'ourson et on sera tous en paix? Les statistiques judiciaires en matière criminelle nous prouvent que les crimes n'ont pas augmenté en France. Bien au contraire. On a une société qui est beaucoup plus sécurisée. On a toujours tendance à dire « avant, c'était mieux ». C'était mieux avant. En fait, non. Avant, une femme ne pouvait pas se promener le soir tard, seule. Aujourd'hui, elle peut. Notre système, aujourd'hui, n'est pas plus criminogène. On en parle beaucoup plus. Et puis, là, on a libéré la parole. C'est ce qui fait qu'on en entend plus parler. Prenons l'exemple des affaires de viol sur les enfants. Tu vois, l'affaire Betaram, par exemple.
Ces gens aujourd'hui, ces élèves de l'époque qui sont devenus des hommes aujourd'hui, des 40, 50 ans, qui nous dit que quand ils étaient petits, ils avaient été victimes de... À l'époque, on n'en parlait pas, on cachait tout. L'affaire de l'abbé Pierre, cette figure emblématique de ce que pouvait être la bonté sur terre, tombe et se fracasse sur le sol médiatique avec des dizaines et des dizaines de victimes, parce qu'on n'en parlait pas. Mais ils existaient, ces faits. Donc, c'était pas mieux avant. Aujourd'hui, on a aussi un système judiciaire qui s'est renforcé. On a plus de droits. On a un système de sécurité, police, gendarmerie, qui est extraordinaire. On ne parle pas de ces gens, mais ils font un boulot de dingue. Ils ne peuvent plus aujourd'hui faire face à tous les menus larcins. Mais à l'époque, ça existait déjà. Donc non, je ne pense pas qu'il faille écouter tous les experts autoproclamés de BFM ou de CNews pour nous dire « Attention, derrière votre porte, il se cache un individu. » Voilà, un grand méchant loup. Parce que ce n'est pas le cas. Alors, on n'aura jamais une société à 0% de délinquance, hein, c'est pas possible. Hein. La perfection n'est pas de ce monde. Voilà, soyons clairs, pour tout. Donc, c'est pas mal quand même aujourd'hui. Je trouve que c'est pas mal du tout. On a très très peu de récidives pour les affaires les plus graves. Et on a un système en plus scientifique qui permet quand même aujourd'hui de résoudre pas mal de crimes. L'ADN, et l'IA va faire une révolution. Ça va être extraordinaire. C'est une nouvelle révolution. J'espère que l'être humain n'en fera pas des choses catastrophiques, parce que c'est toujours pareil. Hein, voilà, quand on a une innovation, c'est comme les réseaux sociaux. On s'était dit, oh, c'est formidable, on va tous être en lien. Tu parles. On n'a jamais été aussi peu en lien qu'avec les réseaux sociaux. Donc j'espère qu'effectivement aujourd'hui, cette IA sera un allié pour la science et faire en sorte que, voilà, à chaque fois qu'on aura une infraction, moi je pense beaucoup à l'affaire du petit Émile, qu'on ne soit pas sur une affaire comme celle du petit Grégory, que 40 ans après, on se pose encore la question de qui est à l'origine de ce crime horrible. Voilà, donc là c'est pareil, hein, c'est la petite lumière qui s'allume et qui dit que tout va bien. Et tu nous as parlé d'IA. Est-ce que tu utilises au quotidien l'IA dans ton métier d'avocate? Est-ce que ça peut t'arriver d'utiliser l'IA? Alors, je l'utilise dans mon métier d'avocate, j'allais dire, pour des tâches très très simples, voire simplistes, du style un petit courrier très rapide à faire, très, très sommaire. Mais je me refuse de l'utiliser en dehors de ça. Ça doit rester un outil pour m'aider sur le côté administratif des choses, parfois même pour moi, pour avoir une réponse à une question. Par exemple, autrefois, je me suis posé la question de chaussures de trail, laquelle était la mieux sur le marché en termes d'amorti, des choses comme ça. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Je veux pas lui confier à ce truc-là des choses dans lesquelles ma responsabilité à moi a sa place. Et je vais même te donner un petit exemple. Je suis même un peu, entre guillemets, victime de l'IA parce que j'ai des clients qui ne savaient pas écrire, quasiment pas avec des fautes d'orthographe, qui m'écrivent avec l'IA maintenant. Tu sais ce que je leur réponds? Je n'ai pas pour habitude de répondre à l'intelligence artificielle. J'attire votre attention sur l'importance pour moi de maintenir le lien entre vous et moi. Je tiens à ce lien. Donc, je vous remercie de me téléphoner. Je ne veux pas. Parce que ce qu'ils m'écrivent, ce n'est pas eux qui l'ont écrit. Et parfois, ça peut être un peu maladroit ou mal interprété ou pas adéquat. Tu vois, le ton qui est utilisé est souvent un ton un peu... robotique. Voilà. Et c'est pas ça. Ma relation avec mon client, quand je défends une cliente ou un client,
Je veux qu'il m'appelle pour me dire, je veux l'entendre La voix. me poser ce problème. Ouais. Je ne veux pas répondre à une machine. D'accord. Et tu nous as dit tout à l'heure, tu es une traileuse, une grande traileuse. Grande, non, mais trail, oui. Passion. Pourquoi tu cours, tout simplement? Tu vois, le reset, ben, c'est ça. Courir, c'est me reconnecter. Je passe ma journée à courir de l'audience, à des rendez-vous, à mes dossiers, à mes démarches. Je chausse mes baskets, je vais courir. Ça y est, je suis reconnectée. Dans mon travail, c'est pas que je suis déconnectée, mais je suis un peu comme un robot. Tac, 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 la journée est découpée. Courir, c'est la liberté. Courir à travers nos sentiers, c'est aussi un moment de réflexion, c'est aussi un moment où je me reconnecte à moi. C'est très très important de se reconnecter à soi. Parce que j'ai pas envie de me perdre. J'ai sans cesse besoin de communiquer avec moi-même. Alors, je suis pas dingue, hein. Je parle pas toute seule, mais par exemple, quand tu fais une longue distance, tu passes des heures à courir. Tu es seul. Tu as un dossard, ou tu n'as pas de dossard, pas obligé, hein. Mais tu règles aussi beaucoup de problèmes en te reconnectant et en te prenant ce temps-là de discussion avec toi-même. Et puis, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais je crois que l'homme est fait pour courir. De tout temps, l'homme cueilleur, l'homme chasseur courait. On a perdu ça. La sédentarité, le fait d'être tout le temps dans le stress aussi. Je veux sentir mes jambes quand elles sont fatiguées. Je veux sentir mes pieds quand ils ont mal. Je veux sentir le soleil qui tape sur ma tête. Je veux pouvoir me dire, bah, tiens, je suis allée d'un point A à un point B et j'ai une vision de la colline qui est magnifique. Et là, il n'y a pas de téléphone qui sonne. Il n'y a pas de musique. Des fois, je prends la musique juste pour l'échauffement et après, je l'enlève. Et voilà, c'est revenir à l'essentiel. Tu cours aussi pour plusieurs associations, il me semble. Oui, et essentiellement pour une que j'ai créée, qui s'appelle l'association Second Souffle. C'est une association qui a été créée suite à une discussion que j'ai eue avec ma sœur. Ma sœur est atteinte d'un cancer du sein. Et il y a quelques mois de ça, elle me parle de ses difficultés à retrouver un emploi. Parce que la caisse primaire d'assurance maladie lui a dit qu'elle était maintenant dans la case invalidité. Alors qu'elle, tout ce qu'elle demande, c'est de retourner bosser. C'est une maman solo avec 2 enfants. Et elle a envie de reconstruire. Elle vient de faire un combat qui est extraordinaire. Moi je cours, hein, je fais que mettre un pied devant l'autre. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Elle vient de se battre contre le crabe. Et ce combat, elle est en train de le gagner. Et la place qu'elle a en société, c'est une place qui est précieuse pour elle. Parce que c'est du renouveau. C'est je reviens plus forte et je reviens pour faire des choses. Notamment pour nourrir ma famille, me rendre à nouveau utile. Je ne suis plus en salle de chimio, je ne suis plus à l'hôpital et je suis plus faible. Je peux le faire. Et donc, quand elle m'a raconté ça, je lui ai dit, bah, écoute, moi, je vais t'aider, on va voir un peu. Puis on se rend compte que c'est pas évident. Elle est en invalidité, la caisse primaire d'assurance maladie refuse de lui dire, vous pouvez reprendre le travail. La médecine du travail lui dit, oulala, moi, je ne prends pas le risque de vous dire que vous êtes apte. Du coup, elle me dit, bah, tu sais quoi, moi, je suis dans les fleurs. Je vais créer mon entreprise de fleurs. Je vais faire des bouquets pour des mariages, pour des baptêmes. Ben, vas-y, banco, on le fait. Très bien, on crée l'entreprise. On a les accords de la banque puisqu'on trouve une assurance qui est prête à la suivre. Et je me dis, mais attends, il n'y a pas que ma sœur en fait dans ce cas-là. Il y en a d'autres. Ben, on va le faire. Donc j'ai créé cette association Second Souffle qui a pour but d'aider les femmes en post-chimio à revenir dans le monde du travail par le biais de l'entrepreneuriat. Et pour ça, je me suis lancé un défi. Parce que les réseaux sociaux, tu sais comme moi qu'il faut faire le buzz. Effectivement. Voilà. Pour qu'on puisse avoir des vues, pour avoir des likes.
Il n'y a que comme ça qu'on peut récolter des fonds. Voilà, avec le mécénat. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, à 54 ans, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme buzz, à part faire des batch cooking? Mais bon, c'est pas trop mon truc. Ben, je cours. Ben, je vais me lancer un défi de course un peu extraordinaire. Et donc, je me suis lancé le Chelem des 4 déserts, qui est en fait courir 4 fois 250 km en autosuffisance, donc avec un sac de 10 kg, avec la bouffe et tout le matériel obligatoire, dans 4 déserts dans le monde. Alors, je ne te fais pas l'offense de t'expliquer ce que c'est qu'un désert, ce n'est pas forcément du sable, c'est quand il n'y a pas de population. Donc, je pars dans 3 semaines dans le désert de Gobi, en Mongolie. Je vais faire mes 250 km. Au mois d'août, je pars en Namibie, donc nouveau désert, puisque Gobi, c'est un désert de pierre et de steppe. La Namibie, c'est du sable. Donc ça, c'est au mois d'août. Au mois de novembre, je pars en Antarctique, à moins 40 degrés, courir 250 km dans la neige. Et enfin, je finis en mars 2027, le désert de l'Atacama au Chili, qui est à plus de 3000 mètres d'altitude. Et en faisant ces 4 déserts, en moins d'1 an, je vais pouvoir faire rentrer dans le Guinness des records une femme de 54 ans, la première française qui aura fait ces 4 déserts en moins d'1 an. Et ça va me permettre d'avoir un petit prix, un petit peu de sous pour l'association. Voilà, tu sais à peu près tout. Ceux qui ont envie de savoir un peu plus, ils vont sur La Traileuse, Instagram, et ils ont tout le reste. Mais oui, je cours par passion et je cours surtout, pas pour qu'on parle de ma petite personne, parce que je ne suis pas une grande traileuse, je ne serai jamais une rapide. Moi, je suis une endurante, je cours longtemps, doucement, mais je cours longtemps. Doucement, mais sûrement. Voilà, et je cours surtout pour une cause. Après cet accident de montagne, j'ai décidé de donner un sens à ce que je fais, et notamment un sens à la course à pied. Et ce sens-là, c'est de dire qu'il faut parler de l'association, pas de moi. Magnifique. Voilà. Et comme on le disait tout à l'heure, ce qui compte vraiment, c'est pas la destination finale, C'est le chemin. mais le chemin et avec qui on le fait. Du coup, je sais que l'association, tu l'as fait certainement avec ta sœur. Oui. Est-ce que tu cours toute seule sur ces 4 destinations ou pas? Alors, je cours avec un organisateur qui s'appelle Racing the Planet. Racing the Planet, il organise plusieurs courses. Mais je serai seule à faire ces 4 enchaînées. C'est-à-dire, les autres vont faire, par exemple, Gobi. On est 80 coureurs. Là, pour Gobi, par exemple, pour la Mongolie, on est 80 coureurs. Mais ces 80 coureurs ne vont pas faire la Namibie. Oui, c'est 4 courses indépendantes, simplement. Exactement. Et l'objectif, c'est de faire les 4. C'est pour ça que ça s'appelle le Chelem des 4 déserts. Et pour le moment, je suis seule. Seule française. Ok. Voilà. Et je suis très fière parce que sur mon sac à dos et mon t-shirt, j'aurai le drapeau français. Et j'y tiens. Et par rapport à ça, tu es avocate, donc tu aides les gens. Oui. Et j'ai l'impression que tu as pas vocation, mais que tu aimes aider les gens. Pourquoi tu aimes aider les gens? La notion de justice, c'est une notion à la fois objective et subjective. Je ne peux pas supporter que celui qui est considéré comme le plus faible, que ce soit l'accusé, la personne malade, l'enfant, ne puisse pas jouir de tous ses droits. C'est quelque chose qui est ancré en moi. Quand j'étais gamine, je ne sais plus par quelles circonstances, je me suis retrouvée dans un tribunal. Et dans ce tribunal, il y avait un homme qui était jugé ce jour-là pour avoir fait travailler une dizaine de ses compatriotes venus d'un pays lointain. Il les avait fait travailler en situation irrégulière pour les aider à nourrir leur famille. Et cet homme était derrière un box des accusés, jugé pour avoir fait du travail au noir. Et il y avait un procureur qui était là, qui disait il faut le condamner à telle peine. Et il y a une robe noire qui s'est levée et qui a parlé de cet homme. Qui a parlé du fait que cet homme avait fait ça non pas pour utiliser ses compatriotes,
mais pour les aider. Parce qu'ils étaient en situation irrégulière et parce qu'ils avaient besoin de travailler pour se nourrir et nourrir leur famille. Et cette robe noire, c'était son avocat. Et de ce jour-là, j'ai dit, je serai ça. Je serai cet avocat, je serai celui qui sera toujours du côté où la situation sera la plus faible, pour rééquilibrer, tu vois. Cette notion-là, elle m'a suivie durant toute mon enfance, mon adolescence et en tant qu'individu aujourd'hui. C'était à quel âge? Je devais avoir peut-être 10 ou 11 ans, pas plus. J'en ai un souvenir assez marquant, où je voyais cet homme avec les menottes arriver entre deux gendarmes. Et pour moi, je me disais, il a dû faire quelque chose d'extrêmement grave. En fait, et les personnes qui étaient en situation irrégulière étaient dans la salle, prêtes à le soutenir en disant, mais il nous a aidés. Parce que nous, cet argent, on l'envoyait au pays pour nourrir nos familles qui n'avaient pas de quoi se nourrir. Donc tu vois, ce décalage de se dire, s'il n'y avait pas eu l'avocat, si on avait été dans un système où l'avocat n'a pas sa place, il aurait été condamné, emprisonné, et puis en fait, l'avocat, il est cet équilibre-là qui est formidable. Il vient dire, mais oui, peut-être que ce n'est pas la loi, il n'a pas respecté la loi, mais peut-être que vous pouvez aussi tenir compte du fait que cet individu a eu cette volonté d'aider son autrui. Et puis, autre exemple que j'ai eu quand j'étais gamine, mes parents ne savent pas lire et écrire le français. Et pour faire mes devoirs, c'était une bonne sœur Geneviève, qui le mercredi après-midi, moi et d'autres copains et copines, nous aidait à faire nos devoirs dans une petite salle. C'est grâce à elle que j'ai pu faire des études. Et je me suis dit, mais s'il n'y avait pas eu ces gens-là pour m'aider, moi qui n'avais pas mes parents pour me donner un coup de main à la maison parce que j'étais en difficulté scolaire, peut-être que j'y serais jamais arrivée. Donc aider les autres, c'est un leitmotiv chez moi. Je ne peux pas faire quelque chose si ça n'a pas de sens. Et ce sens-là, pour la course à pied, j'aurais très bien pu faire comme beaucoup de mes copines, aller faire mes entraînements, courir, et rentrer à la maison et pas me poser de questions. Mais la chance, maintenant je dis que c'est une chance, cet accident, a fait que je me suis recentrée sur le sens à donner aux choses dans la vie. Et là, ces 4 courses, je vais les faire avec le cœur. Et même si mes jambes seront fatiguées, même si ça sera difficile, c'est clair, physiquement. Mais le cœur, lui, il ne lâchera pas. Parce qu'il va se dire, mais derrière, il y a l'association. Derrière, il y a ces femmes qui t'attendent en France pour les aider. Et je serai là. Ça fait penser fortement à Kilomètre Zéro. Et oui. Et oui. D'accord. Et la tresse, où tu vois qu'une jeune femme est obligée de se couper les cheveux pour se payer un voyage. Et ses cheveux vont finir sur une perruque d'une femme qui a un cancer du sein et qui se trouve à l'autre bout du monde, et ces femmes-là ne se connaissent pas. Cette chaîne humaine, c'est ça l'espoir. Si on casse cette chaîne par des choses complètement superficielles, qu'est-ce qu'il en adviendra de l'être humain, de l'évolution de notre espèce? Il y a un livre qui s'appelle Born to Run, Né pour courir, et on t'explique qu'il y a une population qui est au niveau de l'Amérique du Sud, et ces gens-là sont les coureurs les plus incroyables du monde. Les Tarahumara, je crois que ça s'appelle. Ces gens-là courent plus vite que les meilleurs trailers au monde. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils courent pour survivre. Parce qu'ils courent pour aller d'un village à un autre pour survivre. Regarde les Kenyans, les temps qu'ils font sur les marathons. Ces gens-là, ils ne viennent pas pour la médaille ou le Strava. Eux, ils viennent parce que ça leur permet de bouffer. Tu vois, quand tu donnes un sens à ce que tu fais, ça décuple d'abord ton mental, mais ça te donne, quand tu cours, tu sais pourquoi tu cours. Je ne cours pas pour que Strava, pour que mes copains, mes copines disent « Ah ben tiens, Sama, elle a fait une sortie de 20 km, c'est super. À 54 ans, c'est pas mal. » Non, je m'en fous de ça. Je cours parce que ça peut amener quelque chose derrière.
Et ça, je veux le garder. L'espoir est ce qui restera quand on sera plus là. J'allais dire, quand on fera plus partie de ce monde, ben on se dira, faut toujours croire. Faut toujours croire à demain. Parce que notre vie d'être humain, c'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose. Pas l'oublier. L'humilité de se dire qu'on n'est pas grand-chose sur cette terre. On fait que passer et notre espérance de vie par rapport au reste du monde animal, 80 ans, 90 ans, bon, c'est pas énorme. Hein. C'est sûr. Voilà. Moins qu'un arbre. Voilà. Mais si on peut les passer à faire du bien autour de soi, c'est quand même mieux, je trouve. Voilà. Dis-moi en plus. Ah! Alors, le Academy Training à Toulon. J'ai à peu près 10 ans. Il y a un voyage organisé par mon école et mon père me donne l'argent pour payer le voyage et le voyage est annulé. Et l'argent, je dis à mon père, bon ben voilà, le voyage est annulé. Il m'a dit, ben cet argent je te l'ai donné, tu en fais ce que tu veux. Et mon père est un ancien militaire et il a fait beaucoup de boxe et de judo. Et je lui ai dit, je veux faire des arts martiaux. Et j'avais une copine, elle était en CM1, je crois, ou CM2 avec moi, qui faisait de la danse, et dans Academy Training à Toulon. Et elle m'a dit, mais il y a du judo, il y a du kempo boxing, il y a plein de trucs. Ben, j'ai dit, j'y vais. Donc j'ai commencé dans ce club, dans le cours enfant. Et ça a été des années formidables, extraordinaires. Sur cette photo, je suis avec 2 champions du monde de boxe thaï. Il y a Payat ici, et là il y a Sangui. Il y a Azo, et il y a Gérard Olivier qui a été mon mentor, mon prof pendant des années. J'allais presque dire ça a été un second papa. Ils m'ont tout appris de la vie. Ils m'ont appris la discipline. Ils m'ont appris, lui surtout Gérard, il m'a appris l'effort, le goût de l'effort. Il m'a appris la combativité. Parce qu'à l'époque, d'ailleurs on le voit sur cette photo, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font du kempo boxing. Kempo boxing, c'est pied-point, coup de genou, mais c'est aussi tout ce qui est projection. C'est tout ce qui est clé aussi. Alors maintenant, la mode, c'est la MMA. Pour moi, c'est pas un sport de combat. Hein. Pas me perdre des amis, mais dans une cage. Bon, c'est vrai qu'il faut avoir le courage de rentrer dans cet octogone. Hein. Mais non, il y a un respect de l'adversaire qu'ils m'ont appris et que j'ai retrouvé aussi dans le cadre de mon métier. Et ça a été des années exceptionnelles. J'y passais 6 jours sur 7. À minima de 2h30, 3h. Mon père, il me disait simplement, je veux que tu sois à la maison au moment où le générique des informations commence. 20h, c'est ça? 20h. Okay. Donc le club, par rapport à chez mes parents, il devait être à 600, 700 mètres. Je partais, je prenais pas la douche, je prenais mes baskets et je courais direct à la maison pour avoir la moindre minute supplémentaire avec eux. Et je faisais 2 entraînements par soir. Après, quand je suis partie à la fac de droit, j'ai enseigné ici pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et après, j'ai plus pu parce que la fac de droit, ça demande une vie de moine et que je devais passer tout mon temps à réviser. Mais ouais, c'est fou que tu aies trouvé ça. Oui, il va aller sur Facebook. Mais ouais, c'est un club, enfin, ça a été ma 2e maison, tout simplement. Ma 2e maison, j'y ai gardé. Jusqu'à maintenant, je suis en contact avec Gérard. Mais j'y ai eu beaucoup d'amis et ça a été, alors il faut savoir que l'éducation de mon père était une éducation très dure, vraiment un peu à la militaire, hein. Et c'était le seul dilemme, voilà, je disais voilà, je veux qu'une chose, c'est pouvoir aller dans ce club, et ça a été le deal jusqu'à la fin. Voilà, j'avais droit à rien d'autre,
J'avais pas le droit de sortir avec les copines, j'avais pas le droit d'avoir un petit copain, j'avais pas le droit de me maquiller. C'était l'école et le club. Mais j'ai passé des années formidables. Voilà. Tu as été championne, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai été championne de France. Une des plus jeunes championnes de France de l'époque, parce que j'avais, je crois, 17 ans et demi. Et j'étais revenue avec une cheville cassée. Et j'avais combattu contre un garçon. Parce qu'en fait, les règles étaient différentes. Il fallait pas qu'il y ait plus de 3 kilos de différence au niveau du poids. Donc j'étais dans la catégorie des 57 kilos. Voilà. Contre des hommes? Oui. Alors ils étaient effectivement légers, mais ils ça tapaient. reste un homme. Voilà, ils tapaient. Donc ils s'en foutaient de savoir que j'avais les cheveux longs, que j'étais une fille. Voilà. Mais c'est... Tu sais, à un moment donné, j'ai eu le choix qui a été difficile à faire. C'était soit partir dans le sport, soit partir dans les études. Et ma mère me disait, il faut que tu t'assures un avenir. Le sport, c'est bien, mais la boxe, pour une femme, à un moment donné, tu vas avoir des enfants, tu vas peut-être être amochée. Et donc, j'ai suivi cette voie du droit. Mais ça a toujours été en lien avec le sport qui n'était jamais très très loin. Voilà. Ouais. Une sacrée époque. Et c'était les premiers combattants thaïlandais qui venaient en France. Tu sais, c'était l'époque où, comment il s'appelle, Van Damme avait sorti son film. Ouais. C'était très très à la mode en France. Hein, voilà. Et donc, du coup, on avait eu énormément de gens qui venaient au club. Et nous, c'était boxe thaï, c'était pas boxe américaine. Donc, quand ça tapait vraiment. Voilà. Tu remarqueras qu'on n'a pas de protection au niveau des tibias et bloquer un low kick avec un tibia qui est pas protégé. Beaucoup de gens sont venus après le film, mais ils sont pas revenus la séance d'après. Ça a été, ouais. J'ai aimé aussi la pureté de la boxe thaï. La pureté de ce sport parce que c'était effectivement la protection, c'était les gants, la coquille pour les hommes, le protège-poitrine pour les femmes et le protège-dents, mais c'est tout. Après il fallait y aller. Hein. Ouais, c'est une belle. Ça fait partie de ma construction. Très honnêtement, c'est ma construction et mon éducation. Voilà, mon éducation, elle est venue aussi de là. Quelles seraient les 3 principales leçons que tu as apprises grâce à la boxe thaï? D'abord, l'humilité. Savoir qu'il peut toujours y avoir plus fort que toi. Deuxièmement, la rigueur dans l'entraînement. On peut pas, dans le sport, on ne peut pas dire je veux ces résultats si tu n'es pas régulier. Mais quand je dis régulier, c'est... Il n'y a pas de jour où il fait froid. Moi, le trail, il fait froid, il pleut, il vente, on y va. Donc l'humilité, la rigueur dans le travail et puis la force mentale. Parce que notre corps, il est très très bien fait, il s'adapte très très bien. Mais à un moment donné, quand tu n'as plus de jambes ou un boxeur qui a pris des coups, c'est le mental qui prend le dessus. Ça, il faut avoir un fort mental. Il ne faut pas lâcher. C'est ce que ça m'a apporté et que j'ai retrouvé même dans mon boulot. Hein. Dans mon boulot, l'humilité de se dire ouais, je peux avoir un dossier pourri et avoir en face de moi un procureur qui va me rentrer dans l'art. La rigueur dans le travail, hein. Il ne suffit pas de dire ouais, j'ai mon diplôme d'avocate, c'est bon, je ferme les codes ou je vais vers l'IA. Hein. Et puis la troisième... la troisième qualité du mental, c'est aller dans une cour d'assises, c'est un peu comme une arène. Hein. C'est celle face à tout le monde. Hein. Donc, faut arriver à regarder dans les yeux et la victime et l'avocat général et les gens et se dire il ne faut pas que je me sois déstabilisée, il faut que je fasse mon job, il faut que je fasse le job.
Quand on a des événements difficiles dans la vie, qu'est-ce qui ne nous fait pas passer dans le côté obscur de la force? Comme tout le monde, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie. J'ai connu le divorce, compliqué. Voilà, c'est voilà, des situations que tout le monde, monsieur et madame lambda, connaissent dans la vie. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, j'allais dire, tu peux t'octroyer le droit de toucher le fond, d'abord. Parce que c'est quelque chose qui est peut-être nécessaire. Tu ne peux pas remonter si tu n'es pas allé au fond de toi-même. Ça, c'est la première des choses. Ce qu'on appelle la pain cave, la cave de la peine. Fond où tu n'es pas bien du tout. Et là, je t'ai donné l'exemple tout à l'heure de la petite Sama qui est dans un coin de la caverne et qui remonte sur la crête. Se regarder dans ces moments où tu es au fond du trou, se reconnecter à soi, prendre le temps de cette douleur-là, et ensuite, petit à petit, tout doucement, à ton rythme, reprendre ne serait-ce que le souffle, respirer, apprendre à respirer, à sortir, ouvrir la porte de chez toi, marcher, te reconnecter à la nature. Ça paraît tellement bête comme ça, mais je t'assure que ce qui est difficile quand tu es dans une dépression, c'est déjà de sortir. Il y a un mec qui a écrit un bouquin et qui a dit « La course la plus difficile au monde qu'il ait faite, tu sais ce que c'est ? C'est de son canapé à sa paire de baskets. C'est le chemin le plus dur quand ça ne va pas du tout. Après, tout est possible. Quand tu te reconnectes, au début, ça va te demander des efforts difficiles, le mental. Ton cerveau a plutôt tendance à aller dans la facilité. Mais non, ça ne va pas te faire du bien, tu vas être encore plus fatigué. Tu mets en veille, tu avances. Tu vas faire 1 kilomètre, puis 2 kilomètres, puis tu vas t'asseoir. Tu vas prendre le temps de regarder autour de toi, de te reconnecter à toi-même. Et petit à petit, avec le temps, donne-toi du temps. On ne se donne plus du temps. Tu peux remonter, tout doucement. Et la petite Sama qui va pas bien, elle va commencer à regarder la grande Sama et de lui dire « Crois en toi. Crois en toi. Vas-y, mets un pied devant l'autre et avance. » Chaque jour, même si tu fais qu'un pas, c'est un pas de gagné. Pour moi, c'est ça, la solution. En tout cas, elle a fonctionné avec moi. Ça a marché. Certaines personnes te diraient, c'est tellement facile de le dire, mais je peux te dire, quand tu vas pas bien du tout, et que le fait de te dire, je prends mes baskets et je sors, ça demande un effort surhumain. Mais quand tu as passé ça, rien n'est difficile. Plus rien n'est difficile. Tu peux gravir des montagnes. Surtout, et je le dis dans un des reportages que j'ai fait pour mon association, plus important pour moi, c'est de croire en ses rêves. C'est de croire en sa liberté. Ces 2 piliers-là, c'est tes 2 jambes sur lesquelles tu marches. Tes rêves et ta liberté. Tu n'arriveras à rien. Voilà. Merci, Sama. Merci, Kylian.